Bienvenue dans votre session de mentorat du jour. Comme invité aujourd'hui, nous avons Asma Ibn Zaid, qui est la présidente et fondatrice de l'Institut F. L'Institut F est une ONG qui vise à créer des programmes d'éducation et de développement pour et par les filles et femmes musulmanes, ainsi que toute personne qui veulent travailler en coopération et collaboration avec elles. Asma Ibn Zaid détient un baccalauréat en kinésiologie de l'Institut de McGill, une maîtrise en nutrition internationale de l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en études féministes de l'Université de York. En 2005 et 2012, elle a travaillé dans l'urgence humanitaire à travers de plus de 15 pays à travers l'Afrique et l'Asie. Elle était aussi membre de groupes féministes musulmans au Québec et à l'international qu'elle a coordonné et cofondé. En 2016, elle a également sorti son livre « Chronique d'une musulmane indignée ». Donc sans plus attendre, je vous laisse regarder votre session de mentorat avec Asma Ibn Zaid. D'abord, merci d'être parmi nous. On va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Parfait. Alors, parlez-nous de vos débuts. Comment vous est venue l'idée de créer Institut F? D'abord, merci à vous pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce projet. Pour ce qui est des débuts, c'est né à partir d'observations parce que j'étais engagée ici dans les communautés musulmanes. J'ai engagée sur la question de l'islamophobie et tout aussi. Et puis aussi, c'est que j'étais engagée aussi au niveau international dans des réseaux de féministes musulmanes. Et puis, ce que j'observais, c'est qu'il y avait beaucoup de besoins à l'intérieur ici des communautés musulmanes, des milieux musulmans, que je préfère parler de milieux musulmans ici au Québec, beaucoup de besoins par rapport à la question des droits des femmes, par rapport à la question de l'égalité des sexes, etc. Et puis, ces besoins-là n'étaient pas couverts, beaucoup en termes de formation, mais en termes d'intervention aussi, mais vraiment en termes de formation aussi. Et puis, je comparais beaucoup avec ce qui se passait, par exemple, dans d'autres pays, pour voir vraiment c'est quoi les meilleures pratiques et tout, ce qui se passait beaucoup dans les milieux anglophones. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment un décalage entre les organismes de femmes musulmanes dans les milieux anglophones, par exemple aux États-Unis, même dans le Canada anglais ou en Angleterre, et dans les pays francophones, comme la France ici, les États ou les pays, là, la Suisse, la Belgique, etc. C'est-à-dire que les femmes musulmanes dans les pays anglophones étaient beaucoup plus avancées au niveau des actions qu'elles mènent pour comme résoudre les problèmes qu'il y a à l'intérieur des milieux musulmans au niveau justement des droits des femmes et tout. Donc c'est ça qui m'a motivée à dire... Exactement, c'est ce constat-là qui m'a motivée à dire, OK, bien, il va falloir combler cet écart qu'il y a entre nous et nos consoeurs anglophones, et il va falloir, parce qu'il y a un besoin aussi ici, il va falloir commencer une initiative qui pourrait, après ça, être comme exportée comme dans d'autres pays francophones, dans notre milieu francophone. Parfait. Vous avez parlé de formation, mais également d'écart qui existait, enfin qui existe, je suppose toujours, entre le milieu anglophone et francophone musulman. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu pourquoi? Pourquoi il y a cet écart? Exactement. C'est difficile à expliquer. Ça devait être ma thèse de doctorat que j'allais commencer un doctorat, ça allait être mon sujet de thèse justement. D'accord. Il y a des hypothèses, il y a des auteurs qui ont comme écrit un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le type d'immigration est différent, l'histoire de l'immigration est différente aussi par rapport aux milieux anglophones, puis les milieux francophones. Puis il y a aussi le type, en fait, le passé colonial différent aussi entre les deux milieux. C'est-à-dire que le passé colonial dans les pays anglophones, en fait, par exemple l'Empire britannique, la façon qui colonisait, en fait, les pays, soit l'Inde, le Pakistan, l'Inde, à ce temps-là et tout, ou d'autres pays, il permettait que les populations locales s'organisent quand même. Il permettait qu'il y ait des structures locales. D'accord. La France, la façon qu'elle colonisait,
elle détruisait les structures locales. En fait, il n'y avait pas moyen d'avoir des structures locales. C'est-à-dire que les populations ne pouvaient pas s'organiser en structure officielle. C'était l'administration française. Et ça, bon, avec le temps, en fait, ça a fait que ça a changé la dynamique, en fait, d'organisation dans les différents pays qui sont, dans le fond, des pays d'origine des immigrants ou des personnes ici de différentes origines, ou ailleurs, en Angleterre, par exemple. Ça peut-être joue, en fait, ça joue peut-être plutôt dans la façon de s'organiser, etc. Et en fait, le niveau d'organisation, le niveau de professionnalisme parfois, etc. Mais il peut y avoir aussi, en fait, il y a aussi le climat social dans les pays francophones et les pays anglophones. Donc, le fait que des débats sur la laïcité sont beaucoup plus présents dans les pays francophones, ça mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie autour de cette question-là, la laïcité, l'islamophobie, les débats sur l'islamophobie, l'identité, etc. Chose qui n'est pas aussi intense dans les pays anglophones, ce qui fait qu'il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie qui est mobilisée autour de ces questions-là, et donc il manque d'énergie parce que les ressources sont limitées. Donc il manque d'énergie, de ressources pour s'occuper aussi des problèmes à l'interne. Et donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui jouent, qui font qu'il y a ce décalage-là. Parfait. Merci pour cette explication. Je suis certaine que les participantes vont en apprendre. Donc, dans votre intervention, vous m'avez dit que vous étiez au début de la création de votre ONG, donc ça fait bientôt 1 an et demi, 2 ans que l'organisme existe. Et je me disais que justement, c'est tout le temps au début qu'on avait le plus de choses à faire, à savoir le plus de projets qu'on a envie de voir naître, le plus de deadlines qu'il faut qu'on respecte aussi. Ouais. Donc, je me demandais comment est-ce qu'on arrivait à créer tout ça sans jamais arriver à laisser tomber, continuellement vouloir atteindre son objectif final sans jamais abandonner. Ouais. Ben, je pense qu'un des éléments essentiels, c'est de toujours garder le contact avec le terrain. Garder le contact avec le terrain et les personnes qui expriment en fait et qui vivent le besoin auquel on veut répondre. Toujours aussi vraiment rester s'entourer aussi des personnes qui sont un peu dans le même type d'initiative que nous, s'entourer aussi de personnes qui sont dynamiques, qui sont positives, qui sont aussi dans une perspective de changement social. C'est super motivant. Donc, ce soit de rentrer dans des réseaux, soit de faire appel justement à des initiatives qui existent déjà un peu de regroupement et tout, de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit. Et puis aussi, d'essayer de toujours se rappeler dans des moments où est-ce qu'on est plus down, d'essayer de se rappeler toujours la raison pour laquelle on a fait ça dès le départ. Donc, les raisons peuvent vraiment différer selon les personnes. Je pense qu'au début, c'est important déjà de le faire pour les bonnes raisons. Mais parce que c'est ça, après ça, qui va nous garder donc motivés. Que les raisons, par exemple, soient sociales, soient politiques, ou soient plutôt spirituelles parfois, ça nous permet de toujours nous remémorer ce pourquoi on a dit « OK, je vais faire quelque chose de différent, je vais partir d'une initiative, puis je vais mettre mon énergie, comme toute mon énergie là-dessus pour que ça réussisse. » Donc, ça aide, mais vraiment garder le contact avec le terrain, c'est important, avec les personnes, avec le terrain, puis continuer à observer, continuer aussi à lire là-dessus, à se renseigner là-dessus, ça aide. Tout à fait. Puis j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, à savoir s'entourer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, parce que quelque part, quand on perd la motivation, c'est généralement notre entourage qui nous remotive aussi, vu qu'on partage un peu le même message, tout ça. Et puis c'est aussi important de quelque part reconnaître nos forces et faiblesses à la fois quand on organise un projet. Je me demandais aussi, à quel moment donné ou quand est-ce que vous avez réussi à reconnaître vos forces et faiblesses? Ben, c'est un processus qui est continu. Je veux dire, on est tout le temps, c'est ça, on est tout le temps dans un processus qui fait qu'on doit comme faire de l'introspection. Moi, je fais beaucoup d'introspection, beaucoup. Peut-être parfois, et puis, donc c'est ça, ça fait que je m'auto-analyse beaucoup, j'observe beaucoup aussi les personnes, j'observe beaucoup les gens et les gens en fait sont un miroir aussi pour nous. Donc les gens aussi nous permettent de
de déceler certaines faiblesses. Aussi, se mettre dans différents environnements nous permettent aussi de mieux détecter nos forces et nos limites sur lesquelles on voudrait travailler. Donc, je dirais que c'est principalement ça, vraiment d'avoir l'humilité de se remettre en question, de s'analyser et vraiment reconnaître aussi que c'est un processus qui est continu. C'est-à-dire qu'il y a des faiblesses qui peuvent apparaître ou que je peux découvrir que je ne pensais pas que je les avais, comme il y a des forces que je peux découvrir que je les ai, puis j'ai jamais eu l'opportunité avant d'en prendre conscience. Tout à fait. L'une des faiblesses qu'on rencontre le plus souvent ou l'une des limites qu'on rencontre le plus souvent lorsqu'on commence un projet, c'est la difficulté d'apprendre à déléguer. Ouais. Parce que surtout si c'est un projet qui vient de nous, c'est-à-dire c'est une idée qu'on a eue. Ce projet nous tient tellement à cœur qu'on a envie de tout faire, de tout réaliser. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce sujet sur comment apprendre à mieux déléguer? Oui. C'est sûr que c'est quelque chose aussi que j'apprends moi-même au fur et à mesure. C'est ça, c'est un défi, comme vous dites. Je pense que ce qui est important, c'est à un moment donné d'accepter que si on veut que le projet ait un impact et si on veut que le projet soit vraiment, qu'il y ait comme beaucoup plus de personnes qui nous suivent dans ce projet-là, c'est d'accepter dans le fond qu'il dépasse notre personne. C'est d'accepter que ce projet-là dépasse notre personne, même si on est la seule à l'avoir comme fondé, mettons, comme l'Institut F, d'accepter vraiment qu'il soit vraiment approprié par d'autres. Et pour réussir cette dynamique-là, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de clarifier la destination, d'être clair par rapport à, pour n'importe quelle tâche, pour n'importe quel secteur, admettons, de l'organisme, c'est de clarifier ce qu'on veut, clarifier notre vision, puis accepter qu'il y a différents chemins pour y arriver, accepter qu'il y a différentes façons de faire, en attend qu'on soit clair par rapport on attend que nos attentes soient claires. On attend qu'on soit clair par rapport, par exemple, au niveau de professionnalisme, par exemple, qu'on veut, ou mettre des critères clairs, puis dire, OK, en respectant ces critères-là, c'est ça, j'accepte que les autres, en fait, prennent en charge. Mais c'est sûr que ça prend du temps, parce qu'au début, justement, parce que si on est comme la seule, ou si on est un petit groupe à l'avoir fondé, ça prend du temps pour que d'autres vraiment embarquent dans notre vision et comprennent vraiment la vision. Et ça, et surtout quand la vision, c'est une vision quand même qui est politique ou qui est... même, je pense que même pour toutes sortes de visions, mais c'est important qu'on réussisse déjà à bien transmettre le message. Et comme j'ai dit, bon, pour moi, c'est encore en processus. Je ne peux pas dire que c'est fini et tout parce que, comme je vous dis, ça fait juste 2 ans. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important, justement, de clarifier nos attentes, clarifier la destination et accepter que ça nous dépasse. Parce qu'on ne peut pas... Si on veut que ça aille un petit peu plus vite, on peut juste pas tout faire. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et si on a la chance d'être entouré de personnes qui sont motivées, qui sont compétentes, bien, c'est vraiment un privilège énorme. Et c'est juste de dire, OK, ces personnes-là sont là pour m'aider à réaliser, en fait, la vision que j'avais définie pour cet organisme-là. Donc, je les embarque, puis je les laisse s'approprier aussi le projet. Tout à fait. Donc, votre ONG vient répondre à un besoin précis dans une communauté précise. Donc, c'est quelque chose quand même de très ciblé. Comment est-ce que vous avez fait dès le début pour arriver à faire en sorte que les personnes ciblées par votre projet participent à vos initiatives? Oui. Je dirais, là encore, que c'est... je ne peux pas dire que j'ai déjà réussi à le faire, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc que je suis encore en train de travailler, que j'essaie encore d'améliorer et tout. Mais ça dépend en fait de notre profil. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup que les choses soient structurées, qu'elles soient organisées, qu'elles soient professionnelles. Et j'ai beaucoup misé là-dessus au début. C'est-à-dire, j'ai beaucoup misé pour que l'Institut F soit perçu comme un organisme différent de ce qui existe, comme un organisme professionnel, comme un organisme qui a des procédures et qui est sérieux. Si on veut être pris au sérieux, il faut qu'on soit sérieux. We can't fake it. On ne peut pas comme faire semblant. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on établisse des procédures qui sont claires, qui sont sérieuses. Il faut qu'on projette une image qui est sérieuse, qui est professionnelle, mais que ce ne soit pas juste une façade. Il faut vraiment que, même à l'intérieur, ça soit comme ça.
Et les gens aussi sont attirés vers les initiatives qui ont l'air réussies. Les gens sont beaucoup attirés vers l'initiative qui projette une image de fraîcheur, de succès. Donc ça aide, mais aussi, c'est vraiment, si on a bien pris le temps au début d'identifier le besoin et de s'assurer que c'est un besoin réel qui est exprimé par le groupe cible, ben, je veux dire, on aura beaucoup moins de misère à mobiliser les gens. Parce que si c'est ça, si on a comme on essaie de répondre à un faux besoin ou un besoin qui n'est pas prioritaire pour les gens, ben là, le défi est beaucoup plus grand. Là, ça prend beaucoup plus d'énergie de mobiliser les gens parce que les gens, ce n'est pas dans leur priorité. Mais quand on essaie de répondre, par exemple, quand on voit, par exemple, l'atelier qu'on a fait sur le programme d'éducation à la sexualité, bien, il y a beaucoup de personnes qui ont participé parce qu'on voyait, avant d'organiser cet atelier, c'est une des bénévoles, une des membres justement de l'Institut F qui avait dit « Moi, j'entends beaucoup d'inquiétudes des parents et je pense que c'est un atelier comme ça aiderait. » Donc, c'est vraiment de garder les oreilles ouvertes, de garder comme les yeux ouverts sur le groupe qu'on vise et puis de s'assurer que notre besoin est un besoin réel. Puis après ça, c'est comment rejoindre ce groupe-là, justement. Nous, le défi qu'on a à l'Institut F, c'est qu'on a différents groupes cibles. C'est-à-dire qu'on a vraiment, oui, c'est les femmes musulmanes, mais on a différents groupes d'âge. Et la façon de les rejoindre est très, très différente. Donc là encore, c'est important d'intégrer dans l'organisme des personnes qui reflètent les groupes, qui reflètent les groupes cibles. Donc, si par exemple, on vise, nous, les jeunes, on vise les femmes quand même d'un certain âge, les mamans, les mères de famille, etc., bien, c'est important d'avoir dans l'organisme des personnes qui représentent ces groupes-là, parce qu'elles connaissent mieux ces besoins-là et parce qu'elles sont plus aptes aussi à développer des programmes qui répondent à ces personnes-là. Donc. Tout à fait. Je suis encore en train de décanter toutes ces informations, ouais. Parce que c'est très, très, très bien résumé. Ça revient clairement comme vous l'avez dit dès le début, à rester connecté en soi à la communauté ou au public cible qu'on aimerait servir en soi. Ouais. On arrive du moins à la fin de notre entrevue, puis j'ai une toute dernière question pour vous. S'il y avait 3 choses, donc conseils ou astuces, que vous aimeriez que les participantes du programme gardent en tête pendant la réalisation de leur projet, quelles seraient-elles? Moi, ce qui m'avait aidé beaucoup, c'était que... donc, moi, l'organisme, je l'ai lancé en 2017, mais je l'avais conçu, en fait, je l'avais imaginé, puis je l'avais écrit en 2013. Donc, c'était vraiment le temps où est-ce que j'avais pris... c'était vraiment la période où est-ce que j'avais pris du temps pour écrire la vision, la mission, les objectifs, les axes de travail. J'avais comme tout conçu le projet. Et puis, pendant toutes ces années, je l'ai laissé comme mûrir. Puis, j'étais aussi sur d'autres initiatives, d'autres projets et tout. Mais ça a pris du temps pour qu'à un moment donné, je me dise, OK, là, maintenant, je le lance. Mais le fait que j'avais commencé justement par clarifier c'est quoi la vision que j'ai, ça, c'est hyper important. C'est vraiment de clarifier c'est quoi l'impact que je vais avoir pour le groupe cible en question. À quoi je vais arriver? C'est quoi pour moi un monde idéal ou une société idéale ou le groupe cible, une situation idéale pour ce groupe cible-là? Donc ça, c'est important. Donc vraiment avoir une vision claire de là où est-ce qu'on veut arriver parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aussi mobiliser plus de personnes et qu'ils vont avoir une meilleure compréhension de là vers où on s'en va. Si la vision dès le départ est claire. Est claire, oui. Puis prendre le temps de le faire. Puis après ça, justement, c'est de la partager avec les personnes qu'on intègre, puis voir aussi, puis accepter aussi que parfois, ça soit comme ajusté, que ça soit... tant que le gros reste la même chose, mais qu'il peut y avoir des ajouts, etc. La deuxième chose, c'est d'être vraiment comme en mode éponge au niveau d'apprentissage. C'est vraiment d'accepter d'apprendre du plus de monde possible, d'accepter par exemple, de rencontrer les personnes qui ont lancé d'autres initiatives, qui ont lancé d'autres... en fait, qu'on voit puis qu'on se dit, OK, cette personne-là, je sens qu'elle a beaucoup à m'apprendre. Et s'asseoir avec cette personne-là, puis juste l'écouter. Juste s'intéresser vraiment à ce qu'elle fait. Et juste lui permettre de dire comment elle a vécu son expérience, qu'est-ce qu'elle a trouvé d'important, c'est quoi les défis, comment elle a fait pour... Ça, quand j'ai commencé à le faire, ça m'a beaucoup aidé parce que, un, c'est super motivant, et deux, c'est que ça nous permet parfois d'éviter certains obstacles ou certaines embûches sur le chemin parce que d'autres personnes sont déjà passées par là et peuvent nous mettre comme à l'affût de ça.
La troisième chose, je dirais, qui est vraiment importante, c'est d'accepter en fait qu'il va y avoir des sacrifices. D'accepter que qu'on on peut pas travailler sur une initiative, par exemple, si on veut qu'elle soit importante, si on veut qu'elle ait de l'impact, si on veut qu'elle soit importante, même dans le sens, je veux dire, son poids dans la communauté qu'on cible, etc., ben, on ne peut pas être partout. C'est-à-dire qu'on doit laisser tomber certaines choses. Nos loisirs, c'est sûr qu'ils prennent comme un coût. Notre vie sociale prend un coût. On ne peut pas voyager comme à chaque mois puis espérer faire... Je veux dire, c'est ça. Il faut accepter qu'il va y avoir des sacrifices et il faut voir qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour pouvoir réaliser ce rêve. Moi, c'était vraiment un rêve que j'avais. C'était un objectif que je m'étais fixé depuis longtemps de fonder un organisme pour femmes. C'est-à-dire, c'était comme quelque chose que... J'avais comme depuis peut-être 2010 ou quelque chose comme ça, mais c'était comme un rêve, OK, je vais fonder un organisme pour femmes. Puis, c'était pas encore très, très clair. Mais en 2013, comme j'ai dit, j'ai conçu. Mais après, c'est sûr que quand tu arrives au moment où est-ce que tu dis, OK, là, c'est bon, là, je vais le lancer, ben, tu dois être clair par rapport à qu'est-ce que tu laisses tomber. Parce que tu peux pas être partout. Et si tu veux, comme, avoir plein de loisirs, plein de divertissements, avoir super vie sociale et en même temps être 100%, ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Parce qu'on se brûle, puis en fait, on est utile à personne quand on se brûle. Fait que c'est vraiment d'accepter de sacrifier certaines choses qui sont le fun, mais qui vont être juste reportées à plus tard. Clairement. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses, tous ces conseils et cet apprentissage également. Je suis certaine que les participants du programme ont pris des notes, je l'espère du moins. Puis c'était un plaisir de vous rencontrer, un plaisir de vous écouter. Mais merci beaucoup à vous. Hein. Vraiment, merci. Ça me fait plaisir de participer à cette initiative. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci.